Allez, de retour sur le plateau télé des AI Days, deuxième journée, l'après-midi. On attaque la dernière ligne droite, donc là, il faut rester concentré dans l'effort. Mais avec moi, voilà, mes collègues, c'est un peu comme un relais, le 4x100, et voilà, c'est la dernière ligne droite, mais le relais était bien passé, bon bref. Mais voilà, j'ai toujours une métaphore un peu sportive qui vaut ce qu'elle vaut. J'ai pas fait dans le football aujourd'hui. Bref, on est sur le plateau des AI Days. Merci de votre présence. 2 jours pour décrypter l'intelligence artificielle à la sauce, à la secret sauce bretonne. Telle est la promesse de ces 2 jours. Donc on a parlé de plein de sujets. Le dernier en date sur le plateau télé juste avant midi, c'était industrie. Qui était hyper intéressante avec les dirigeants notamment d'Amzer et de Tech Nature. Et là, on est de retour sur le plateau télé pendant une petite heure pour parler d'agriculture et d'agroalimentaire. Et pour parler de ce sujet, je ne suis pas seul, sinon ce serait un peu ennuyeux et un peu monotone. Donc je me suis équipé de la Dream Team. À mes côtés, Jean-Jacques Desniel. Jean-Jacques, je te laisse te saisir du micro et te présenter. Tu as plusieurs casquettes. Oui, tout à fait. Bonjour Frédéric, bonjour tout le monde. Alors moi je m'appelle Jean-Jacques Desniel, je suis agriculteur sur la commune de Plamennec, je suis producteur de lait et puis un petit peu de céréales. Et autrement, je suis vice-président du Crédit Agricole du Finistère et je suis également élu à la Chambre d'agriculture de Bretagne où je m'occupe de numérique et de nouvelles technologies. Voilà, toujours intéressé sur les sujets d'innovation, de start-up, etc. Donc ravi de t'accueillir Jean-Jacques. Guillaume, bienvenue également, Bretagne Développement Innovation, BDI. Je te laisse également présenter la structure et présenter ton expertise. Bonjour Frédéric, donc merci de l'invitation. Moi je travaille pour Bretagne Développement Innovation et donc je suis en charge d'un programme qui s'appelle Agrétic, le numérique pour l'agriculture et l'agroalimentaire, et on fête nos 10 ans cette année sur tout ce qui est projet d'expérimentation en partant des besoins et en mettant les nouvelles technologies en face, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou dans l'agroalimentaire, et on va parler de ça aujourd'hui. Eh ben c'est top. Et nous avons à distance Gwenaëlle Lelay, que vous connaissez bien et qui vous connaît. Bref, vous avez l'habitude d'intervenir régulièrement ensemble sur certains événements, sur Smart Agri, sur effectivement Agrétic, CFIA ou d'autres. Gwenaëlle Lelay de Copix. Gwenaëlle, je pense que tu nous entends. On va te donner la parole si tu saisis le micro virtuel. Voilà, le micro est saisi. J'imagine que vous m'entendez là. Donc moi, je suis Gwenaëlle Lelay, dirigeant fondateur de la société Copix que j'ai constituée en 2016, et la société en fait fournit une offre numérique de bout en bout pour collecter des images et des données de capteurs dans les élevages et dans les parcelles de production agricole. Et nous utilisons en effet de l'intelligence artificielle pour valoriser une grande partie de nos données et pouvoir délivrer de l'information à valeur ajoutée à nos utilisateurs. Merci Gwenaëlle, et pour refaire l'histoire, cela ne nous rajeunit pas. Tu étais passé notamment par plein d'étapes et aussi par une étape West Startup au tout démarrage de l'aventure, le préaccélérateur de la French Tech. C'était en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, ça rajeunit personne, mais en tout cas, c'était une très belle expérience et je garde de nombreux contacts avec mes partenaires de la promo, et il y a certains qui ont des belles histoires, notamment sur Brest avec Jean-Luc là, et Koust. Dans le domaine de la restauration. Bien sûr, Jean-Luc, et un autre Jean-Luc également avec qui tu collabores, Jean-Luc Martin, qui a aussi été passé par l'étape Startup, et bref. Exactement. Avec tel, donc tu nous expliqueras tout ça tout à l'heure, Gwenaëlle. Donc merci pour celles et ceux qui se disent non, je vais rentrer en réunion, j'ai pas le temps de suivre cette intéressante conférence. Je vous rassure, toutes les conférences de ces 2 jours seront accessibles en replay. Donc on enverra un lien la semaine prochaine avec à la fois un questionnaire de satisfaction, l'accès vers les replays, et puis aussi vous nous direz s'il y a des thèmes que vous attendez pour la prochaine édition des AI Days qu'on prévoit de faire évidemment début 2022, et si possible en présentiel avec du public. Ce sera encore mieux. Parce que je pense qu'on a tous eu notre dose sur les webinaires et le virtuel. Bref, on est ensemble pour parler agroalimentaire, agriculture. Alors, question de démarrage pour planter un petit peu le décor. Faire un parallèle un peu avec ce qu'on disait aussi ce matin sur la conférence industrie, où on disait qu'il y a 5 ans, l'intelligence artificielle, on n'utilisait pas ce mot-là, on parlait d'autres choses, on parlait peut-être de big data, on parlait peut-être de business intelligence à l'époque, des choses comme ça. Alors là aussi, l'IA, vous y êtes rentré comment, et ça va servir à quoi finalement? Pourquoi aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle dans l'agriculture ou l'agroalimentaire? Jean-Jacques, peut-être pour commencer. Déjà, nous, on a une caractéristique en agriculture, c'est qu'on fait un métier qui existe depuis la nuit des temps. Donc des évolutions, forcément, il y en a eu plein.
Et il y en aura encore plein d'autres. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je pense que c'est une manière d'avancer, une manière d'intéresser les gens. Alors après, l'intelligence artificielle en agriculture, pour faire quoi? Je crois que c'est un outil de progrès d'aujourd'hui pour répondre aussi aux demandes d'aujourd'hui parce que les demandes, elles évoluent. Et que ce soit des demandes en lien avec la rentabilité, le pilier économique, en lien avec les demandes de la société aussi, mais aussi en lien avec l'environnement, parce qu'on a aussi la particularité de travailler vraiment avec un lien très fort par rapport à l'environnement, donc le climat, le sol, voilà, et tous nos facteurs de production, comme on dit dans notre jargon. Et donc beaucoup de progrès ont été réalisés avec des techniques classiques, que j'appellerais classiques, et je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui elle va nous permettre d'aller plus loin et surtout plus rapidement. Parce que la caractéristique vraiment de notre époque aujourd'hui, c'est que voilà, les gens, ils ont envie que ça avance vite. Et quand je dis les gens, c'est les agriculteurs, bien sûr, pour avoir du progrès plus rapide que ce qu'on a pu connaître par avant. Parce que la caractéristique de l'agriculture, c'est aussi qu'on a un pas de temps qui est très long. Pour faire un veau, il faut 9 mois. Pour mener à bien une culture de blé entre le semis et la récolte, il faut 10 mois. Donc voilà, on a un pas de temps qui est très long. Et aujourd'hui, la société veut aller de plus en plus vite. Donc pour essayer d'accélérer tant que faire se peut, il y a des choses, je disais tout à l'heure, qui ne pourront pas bouger. Et pour faire essayer de bouger ce qui peut encore bouger, l'intelligence artificielle, c'est un outil qui est qui sera indispensable à partir d'aujourd'hui, on peut dire. C'est pas un outil d'avenir, c'est un outil d'aujourd'hui qui sera indispensable pour faire évoluer l'agriculture. Et quand on parle d'intelligence artificielle, tous les secteurs confondus, parfois il y a le grand public ou les non-initiés qui peuvent se dire oh là, je perds mon boulot, on agite le chiffon rouge en disant ça fait peur, etc. Alors que là, ce que tu es en train de nous dire, et je pense que Guillaume va compléter le discours, c'est plutôt ça va être au service, quoi, et ça va permettre effectivement de rester peut-être focus sur son activité et d'avoir des éléments complémentaires qui vont nous faire, ça va être du bonus, quoi. Ouais, moi je trouve que si on image simple, voilà, les agriculteurs comme les autres chefs d'entreprise, ils ont une boîte à outils et l'intelligence artificielle c'est un outil dans cette boîte-là parmi d'autres. Et je pense que l'idée c'est pas du tout de prendre la place d'eux, mais c'est plutôt de faire ensemble à côté et de se servir de toutes ces technologies de manière complémentaire pour répondre aux enjeux que j'évoquais tout à l'heure, quoi. Guillaume. Ouais, en complément, moi j'aime bien l'image de la casse à outils en fait. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est le tournevis qu'on a en plus dedans ou le marteau qu'on a en plus dans la caisse à outils. C'est des nouveaux outils aujourd'hui qui permettent de répondre finalement aux problématiques actuelles. On doit tendre vers la performance industrielle, vers l'excellence opérationnelle, que ça soit aussi au niveau de l'opérateur ou de l'éleveur et également vis-à-vis de l'environnement. Ça doit répondre à ça en fait. On utilise cet outil-là pour aller atteindre un but encore plus d'excellence opérationnelle. Ok. Et je vais passer la parole après à Gwenaël, donc ça va nous aider et tout part de, quand on parle d'intelligence artificielle, on arrive très vite au sujet des données, des data, parce que sans data on ne fait pas d'IA. Et aujourd'hui, Jean-Jacques, tu as commencé à le dire, et après on va voir un peu les slides aussi de Gwenaël, parce qu'on va pouvoir visualiser un peu de quoi on parle. Mais toi, il y a un instant, tu parlais de climat, tu parlais de sol, tu parlais de météo, etc. Ça aussi, c'est plein de données. En fait, il y a énormément de données qui peuvent être collectées, quoi. Ouais, alors nous, je dis souvent, on moissonne des données. Pour reprendre un terme agricole, on moissonne des données. C'est quelque chose qui nous est utile. Alors les données, elles peuvent provenir des machines qu'on utilise, les robots pour la traite, par exemple. Moi, je vous disais tout à l'heure que je fais du lait, donc j'ai un robot de traite chez moi, donc j'utilise les données qui sont fournies par cette machine-là. Les systèmes d'alimentation en volaille ou en porc fournissent également plein de données, et les bâtiments aussi fournissent des données, donc des données climatiques notamment, et on pourra en reparler tout à l'heure, mais qui ont une importance. Je sais que Gwenaël travaille énormément là-dessus avec Copix, qui ont une importance primordiale dans le bien-être de l'animal, et ça c'est quelque chose aussi, quand je parlais tout à l'heure d'évolution de la société, c'est quelque chose qui est incontournable à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Et si on prend un autre exemple, là j'ai pris des exemples dans le monde de l'animal et de l'élevage, dans le monde de la grande culture, forcément tout ce qui est données climatiques, tout ce qui est gestion du climat dans les serres par exemple, en production de tomates ou en production de fraises, c'est des choses c'est des équipements qui produisent de la donnée et qui permettent aux éleveurs et aux agriculteurs d'utiliser ça pour améliorer leur performance. Donc données extérieures aux bâtiments, données donc les bâtiments, consommation énergétique ou plein de choses, données sur les animaux, des données sur les hommes aussi, avec aussi on en parlera, TMS, etc., sur la posture. On voit qu'il y a énormément de choses. Il y a un océan de données, effectivement. Exactement. Un champ de données. Jean-Jacques a donné le panorama de la fourche à la fourchette, donc c'était au champ et dans l'élevage, mais on a exactement la même chose dans les usines de transformation, où c'est rempli de machines, et aujourd'hui,
on remonte énormément de données à la milliseconde. Et donc aujourd'hui, l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est aussi pas de tout capter, mais de restituer les bonnes informations pour l'éleveur ou pour le directeur de production. Pour nous, l'enjeu, ça va être de valoriser ça après, quoi. Ouais. D'en tirer profit. Et est-ce que, Jean-Jacques, dans ton univers, est-ce que justement des agriculteurs, des producteurs comment ils se positionnent par rapport à ça? Parce que quand, encore une fois, on parle d'intelligence artificielle ou ça peut faire peur, mais à l'inverse, l'agriculture est souvent assez technophile, hein, souvent assez précurseur sur l'utilisation de plein de choses. Est-ce que le discours passe bien en disant il faut qu'on mette des capteurs pour vérifier justement l'élevage, plein de choses? Finalement, il n'y a pas de frein à l'utilisation? Je crois que notre créneau là-dessus, c'est plutôt l'utilité par la preuve, quoi. Voilà, c'est de regarder. L'agriculture a toujours, je parlais d'évolution tout à l'heure, l'agriculture a toujours évolué de manière collective, en travaillant en groupe, en travaillant par le biais justement notamment des chambres d'agriculture qui font des formations en groupe. Et je pense que cette preuve là, voilà, on dit souvent aussi, on emploie le terme de regarder par-dessus le talus pour regarder un peu ce que fait le voisin, ce que font les autres, et c'est comme ça qu'on grandit. Et parce que forcément au début, pour répondre à la première partie de ta question, il y a un peu d'impréhension liée à de l'inconnu, liée à des choses qui peuvent être aussi considérées comme coûteuses, ça on pourra en reparler aussi. Oui, bien sûr. Mais malgré tout, voilà, l'agriculteur, les agriculteurs ont en général quand même une appétence pour cette nouvelle technologie, dès lors qu'on peut leur prouver qu'il y aura une rentabilité économique, dès lors qu'on pourra leur prouver que ça va améliorer leur quotidien, améliorer le bien-être des animaux. Ouais. Moi, je rejoins complètement Jean-Jacques. En fait, les agriculteurs, c'est pas qu'ils ont peur, c'est qu'ils aiment bien en fait tester, expérimenter. Et en fait, pour l'intelligence artificielle, si on arrive à expérimenter sur un cas d'usage chez eux et qu'ils en voient l'intérêt, là, peu importe la techno qu'on utilise derrière, c'est la finalité en fait, l'utilité de tout ça derrière. Et est-ce que économiquement, ça lui rapporte? Ouais, ok. Communiquer sur la valeur ajoutée, le bénéfice, etc. Gwenaël, on va te passer la parole et je vais en profiter pour mettre quelques... Alors, je crois que tu vois pas le retour, mais si, tu le vois, ok. Bah, tu le vois pas, mais en tout cas, tu connais tes slides. Donc là, on voit à l'écran une image avec des cochons qui sont identifiés. On voit également un élevage avec des poulets, voilà. Donc là, on voit un peu. Toi, tu vas t'intéresser parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Copix. Tu vas t'intéresser à quelles données, toi? Alors, chez Copix, en fait, on a pris le pas depuis le début qu'on a constitué la société en 2016, c'était de maîtriser notre collecte d'informations et la valorisation de ces informations. Donc, dans les solutions qu'on propose aujourd'hui, principalement aux professionnels qui entourent les agriculteurs, il s'agit en fait d'un dispositif communicant, donc un équipement de collecte d'informations qui peut collecter un certain nombre de capteurs, on va dire entre 10 et 15 mesures par équipement, que ce soit sur l'ambiance, l'humidité, la température, le niveau de luminosité, le rayonnement solaire, etc. Donc des données qui aujourd'hui sont très importantes et sont évolutives, puisqu'il y a, comme l'a dit Jean-Jacques, il y a des attentes en termes d'évolution autour du bien-être animal et il y a des nouveaux facteurs qui rentrent en ligne de compte. À côté de ça, en fait, on a adossé donc une captation d'images et de séquences vidéo, et ce qui permet en fait de se représenter à distance l'espace dans lequel évoluent soit les végétaux, soit les animaux, soit ça peut être aussi dans des viviers en aquaculture. Et cet ensemble d'informations, on va dire que là, c'est de la collecte de la donnée brute. Donc, à la rigueur, on pourrait se retenir là, on dirait, bah voilà, vous avez plein de données brutes, bah maintenant, vous extrayez ces données, vous les mettez dans des tableurs, vous trouvez une personne qui a des compétences en analyse de données, puis vous essayez d'en extraire des indicateurs. Sauf que ça, bah, certains vont pouvoir le faire, des entités qui ont de la R&D par exemple, mais la grande majorité de nos clients n'ont pas de cellules R&D ou innovation avec des gens sur ces compétences-là. Donc il va falloir en fait digérer l'information et la représenter d'une manière afin qu'elle soit compréhensible par que ce soit l'éleveur, le vétérinaire, le technicien d'élevage, la société de conseil. Et c'est vraiment là quelle est la valeur ajoutée autour des données et de l'usage d'algorithmes d'intelligence artificielle, c'est que ces outils vont analyser massivement cette information, vont y trouver des informations, donc comme on a pu le montrer là sur les supports, dénombrer un nombre d'animaux dans une scène, dénombrer le nombre d'animaux qui sont couchés, dénombrer le nombre d'animaux par exemple qui sont debout, et de situer ces animaux par exemple dans des zones qu'on appelle d'intérêt, ce qui fait que par exemple un animal qui est debout devant une mangeoire, on peut considérer qu'il mange.
Un animal, par contre, qui est couché devant une mangeoire, ben, là, on est pratiquement sûr qu'il ne mange pas. Ça fait qu'au lieu de mettre des puces sur les animaux, ben, l'outil d'intelligence artificielle va permettre de quantifier un niveau d'activité dans les zones de production. Et ces indicateurs vont permettre en fait de se donner une idée du comportement et de l'activité des animaux, qui sont quand même des animaux dits d'élevage, de rente. Donc, c'est-à-dire qu'ils ils sont en fait élevés pour produire une production carnée qui sera commercialisée par la suite. Et l'enjeu de compétitivité qu'ont tous les éleveurs, c'est que de produire donc des animaux qui soient à un poids donné, avec une consommation d'aliments et d'eau, etc., qui soit rationnelle, c'est-à-dire que ça tienne dans les marges qui tiennent. Et ça, l'intelligence artificielle, il faut vraiment comprendre que c'est autour de ça que va se jouer l'enjeu de cette valorisation de données. Ça ne va pas être plus intrusif que ça ne l'est aujourd'hui par des systèmes qui pèsent les animaux, qui comptent la consommation d'eau. C'est que la donnée qui est collectée, il faut qu'elle soit digérée, analysée et valorisée avec des indicateurs qui parlent à tous ces acteurs métiers. Voilà. Donc après, j'ai peut-être quelques exemples qui passent, comme j'ai pas le retour écran, mais ça peut concerner l'ambiance des bâtiments. Hein. Tout à l'heure, Jean-Jacques disait, Guillaume, il y a des gros enjeux autour du climat et à la fois les émissions des élevages, mais également la capacité des élevages à résister au réchauffement climatique. Parce que là, on le voit, il y a eu quelques coups de chaleur début juin, ça allait, ça n'a pas été trop méchant. J'espère que pendant l'été, ça va pas trop se reproduire parce que ça fait de la casse dans les élevages. Ça, c'est des choses qui, peut-être dans quelques temps, avec des outils d'intelligence plus évolués, on va pouvoir le prédire, amener des éléments permettant aux éleveurs de décider qu'est-ce qu'ils peuvent faire et de rationaliser, on va dire pas rationaliser, mais de limiter les effets en aménageant les bâtiments autrement et en dotant les bâtiments de capteurs. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Et puis sur les enjeux sanitaires, là, je pense qu'on a un champ d'activité très conséquent pour détecter de manière précoce des syndromes chez les animaux. Je sais qu'en bovin, par exemple, il y a des grosses attentes autour des boiteries dans les espaces de production bovin laitier. Dans les d'autres domaines, ça peut être autour de maladies respiratoires, ça peut être sur des niveaux de consommation d'eau. Et ça, c'est pareil, c'est des outils tels que ceux qu'on réalise et avec des modules qui permettent de cibler des douleurs. Hein. Ça reste des douleurs parce que c'est des choses qui coûtent quand ça arrive. Là, c'est là que la valeur ajoutée va se faire. Et on ne peut pas se dire que demain, on le fera qu'avec des humains parce que l'ampleur de la tâche est conséquente. Et si ça avait pu être fait avec des humains, je pense qu'on l'aurait fait depuis longtemps. Ouais, tu parlais vraiment. Que avec des humains. Ouais. Donc là, on voit, il y a énormément de choses à collecter comme data dans les élevages, etc. Mais c'est vrai que l'un des intérêts de l'intelligence artificielle, intelligence artificielle, c'est on va compiler justement un certain nombre de données et ensuite pour avoir des modèles prédictifs. Et là, c'est vrai que c'est là où il y a un vrai intérêt pour anticiper. Ça peut être au niveau des animaux, Jean-Jacques, tu vas en parler. Ça peut être au niveau des machines aussi. Hein. Et là, pareil, on en parlait ce matin sur l'industrie avec la maintenance prédictive, des choses comme ça. Et c'est là où on voit la vraie valeur ajoutée. Jean-Jacques, tu peux peut-être illustrer sur la partie animaux l'aspect prédictif. Je vais prendre un exemple qui se passe chez moi de temps en temps, comme ça sera plus clair et peut-être que j'arriverai mieux à l'expliquer. En élevage laitier, par exemple, il peut arriver de manière accidentelle qu'on retrouve un peu de sang dans le lait des animaux. Donc parce qu'il y a eu un choc, un accident ou une maladie. Normalement, vous allez comprendre que du sang dans du lait blanc, ça se voit facilement. Sauf que non, parce que les niveaux qu'on a, nous, de détection, ils sont tellement fins que la machine, elle arrive à savoir... Là, il y a une présence de sang, toute petite. À l'œil nu, vous mettez le lait avec le lait sang. Personne n'est capable de faire la différence. L'œil humain ne fait pas la différence. Par contre, la machine est capable de me dire qu'il y a une trace. Et là, moi, ça me permet d'anticiper. Et en anticipant, déjà, la première chose, parce que c'est la base de notre métier, je vais focaliser mon attention sur cet animal-là. Dire, voilà, bon, attention, faut être vigilant, regardez comment ça évolue. Deuxième chose, je vais pouvoir mettre en place un traitement préventif qui ne va pas utiliser d'antibiotiques, qui va utiliser de l'homéopathie ou d'autres techniques. Et voilà, en regardant après de manière, parce que aussi quand j'ai la détection du phénomène le premier jour, je vais pouvoir regarder l'évolution sur une courbe, tout simplement comme Gwenaël le montrait tout à l'heure pour d'autres paramètres, et je vais pouvoir regarder si ça guérit
ou si ça guérit pas. Et si ça guérit vraiment pas, effectivement, et que la santé de l'animal est mise en danger, là c'est aussi notre métier, pour le coup, de déclencher un traitement ad hoc. Mais la plupart du temps, ça guérit. Et là, on en parlait juste avant, on revient à ce qu'on disait sur la machine qui est au service de l'homme. Et là, effectivement, toi, ça va éveiller ton attention sur un animal en particulier et avoir une vigilance particulière. Et là, on voit bien que ça ne vient pas remplacer l'homme, mais ça vient vraiment l'aider, quoi. Ça vient compléter, ouais. Et ça vient nous aider à focaliser notre attention sur les animaux qui nécessitent notre attention, quoi. Parce que voilà, on sait bien, les élevages s'agrandissent aussi. On est de plus en plus nombreux à travailler dans les élevages. Chez moi, j'ai un salarié, mais j'ai des collègues qui ont plusieurs salariés. Donc, il faut aussi que l'intérêt de ces outils-là, c'est aussi qu'il y a une traçabilité sur un support informatique qui permet aux différents opérateurs d'en prendre connaissance de chez eux, du bureau de l'exploitation, depuis des appareils mobiles. Donc, ça donne quand même une certaine forme d'efficacité dans notre travail. Tout le monde a y gagné là, sur cet aspect prédictif parce que donc c'est du temps gagné pour l'éleveur, en tout cas un focus qui est particulier, pour l'animal parce que c'est pris en charge plus vite, moins d'optimisation, tu disais, par rapport à des antibiotiques, des choses comme ça, bref, donc ça fait moins de coûts également, bref, tout le monde a y gagné, quoi. C'est bien l'objectif. C'est l'objectif, hein. Guillaume. Ouais, donc un mot vraiment important à retenir, c'est ça, c'est intelligence artificielle, c'est prédictif en fait. Ouais. Parce que si on arrive derrière et qu'on arrive à une solution mais qu'on est devant le fait accompli, en fait ça sert à rien en fait. Donc vraiment avoir de l'anticipation et du prédictif, c'est l'enjeu en fait majeur de l'intelligence artificielle dans les algorithmes qu'on développe. Un exemple, pour faire le parallèle agroalimentaire, en agroalimentaire, une machine, on lui met un capteur, on met des algorithmes et de l'intelligence artificielle, on va mesurer le bruit de fond diffus. La machine, elle peut marcher encore 3 mois, mais lui, il a déjà détecté en amont qu'il y a une dérive. Et donc, attention, le gars de maintenance va voir, parce qu'on voit une dérive alors que tu ne le perçois pas. Et là, il y a peut-être 3, 4, 5, 6 boulons à resserrer, alors que quand on arrive à l'arrêt total du robot, les sacs, il faut les porter 50 kg à la main, alors qu'on a un seul robot pour le pallettiseur. Donc c'est ça en fait, c'est l'anticipation et le prédictif, c'est le mot à retenir quand on parle d'intelligence artificielle. Jean-Jacques. Ouais, parce que c'est intéressant ce que dit Guillaume, parce que quand j'y réfléchis, là, je me dis, nous, notre activité aussi, moi, mon robot qui traite les vaches, il s'arrête jamais. Et il ne faut pas qu'il s'arrête. Parce que voilà, ça dure tout le temps, les animaux, ils sont présents tout le temps. On a quelque chose qui est en continu. Donc d'où l'intérêt aussi du prédictif, pour ne pas faire de la prévention plutôt que faire le pompier, quoi, parce que faire le pompier, on n'aime pas. C'est stressant pour tout le monde, pour les animaux, pour nous, et ça coûte. Bien sûr. C'est exactement ce que disait ce matin Glenn Desmousseaux d'Amzer quand il parlait sur les pompes à chaleur, où il disait que voilà, plus c'est en amont, après si c'est en aval, si c'est en mode dépannage, il faut trouver la bonne personne, c'est stressant pour tout le monde. Gwenaël, il y a une question qui vient d'arriver, on demandait s'il y avait une collaboration entre Copix et des instituts de recherche comme l'INRAE. Oui. Est-ce que c'est une réalité? Comment ça fonctionne D'accord. Je ne pourrais pas dévoiler des sujets qui sont traités avec ces instituts parce que bien souvent, ce sont des choses en amont, en recherche et sous accord de confidentialité. Mais en effet, les solutions Copix sont utilisées pratiquement dans tous les instituts, en particulier sur les filières de production animale, donc IFIP, INRAE, IDEL et puis ITAVI. Donc, il y a des collaborations efficaces. Ça permet de travailler sur des dossiers en amont, d'échanger aussi sur les technologies que nous, on a pu mettre au point et ceux que ces instituts-là, les instituts que j'ai cités, peuvent être en cours de réalisation. Des collaborations sont possibles après si, on va dire, un marché s'ouvre autour des technologies qui ont pu être développées. Alors nous, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est tant à l'écoute de l'amont, mais également on est très sur le terrain et je pense que par exemple le dossier que tu as cité en préambule avec l'équipe de tel élevage qui permet en fait d'apporter de la supervision suite à un audit des élevages commerciaux, notamment en filière volaille, permet en fait de lever un certain nombre d'anomalies puisque des choses qui auraient été constatées à l'audit permettent d'être validées. Des anomalies sont validées et sont identifiées beaucoup plus précisément avec des systèmes comme ceux que l'on déploie avec tel dans les élevages volailles qui permettent d'agréger du comportement des animaux, mais aussi des données de capteurs de manière objective. En fait, on n'est pas là pour pointer qui fait pas bien, c'est qu'on montre vraiment à l'éleveur, tu as un problème, on peut te le caractériser tant par l'image que par de la donnée de capteur. Maintenant, il faut agir.
l'équipe tel élevage, elle a les compétences pour ça, pour rassembler après les professionnels autour d'une table et discuter avec l'éleveur pour qu'est-ce qu'on fait maintenant, parce que ce problème-là, quelque part, ça fait perdre de la marge à l'éleveur, et c'est là l'enjeu, c'est là qu'il faut, corriger, parce que des problèmes récurrents, il y en a partout. Et si on passe son temps, enfin, entre guillemets, à mettre tout ça sous le tapis, au bout d'un moment, de toute façon, le système marche plus. Donc, c'est dans cette idée-là qu'on a beaucoup d'élevages commerciaux, beaucoup de clients dans le domaine opérationnel, et bien sûr ces collaborations avec l'amont qui sont essentielles pour voir venir le coup d'après. Peut-être un mot en plateau sur ces aspects de collaboration. Là, on parlait avec la recherche, etc. Et peut-être, Jean-Jacques, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, où il faut des fois regarder, je ne sais plus c'était quoi ton expression, au-dessus du talus du voisin. Par-dessus la haie ou au-dessus du talus. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça joue collectif entre... comment ça fonctionne un peu dans ton environnement, entre producteurs? Est-ce que si effectivement il y en a un qui met en place des choses, est-ce que voilà, c'est partagé ou est-ce qu'il y a de la concurrence? Comment ça fonctionne C'est partagé, hein. Je disais, Ouais. on travaille beaucoup, hein. Si je reprends l'exemple de ce que je vis moi depuis maintenant 12 ans que je travaille en traite robotisée, on a créé sous l'égide de la Chambre d'agriculture un groupe d'éleveurs. On doit être une douzaine dans tout le département du Finistère qui travaillons en traite robotisée. Puis ça, on se réunit 3-4 fois l'an chez l'un d'entre nous. Et là, l'objet, c'est de partager nos bonheurs, mais aussi nos malheurs, quoi. Bien sûr, ouais. Et voilà, de discuter entre nous et de faire avancer collectivement. Et puis après, je sais qu'il y a aussi, bon là, on est vraiment entre nous, entre éleveurs, aux côtés de la Chambre d'agriculture, mais nos groupements, nos coopératives ont aussi un rôle essentiel. Je pense notamment en port où il y a des collaborations. Voilà, où l'enjeu bâtiment, où l'enjeu bâtiment est vachement important sur la qualité du produit. Voilà, il y a aussi une collaboration entre les différents groupements, les agriculteurs, et puis aussi les instituts, et notamment, mais également les chambres d'agriculture, parce qu'on a la chance quand même d'avoir en Bretagne, au niveau des chambres d'agriculture, des fermes expérimentales qui sont là depuis longtemps. D'ailleurs, j'en profite parce qu'aujourd'hui, donc la ferme de Trévarès dans le Finistère fête ses 50 ans, donc voilà, c'est aussi quelque chose d'important. C'est des outils qui sont là pour tester des nouvelles choses. Ce que je disais tout à l'heure, le pas de temps de l'agriculture, il est très long. Donc voilà, on a besoin aussi d'outils comme ça qui vont tester pour nous et qui vont être capables de mettre un tampon, j'ai envie de dire, validé par les chambres d'agriculture. Et ça permet d'éviter aux agriculteurs d'essuyer les plâtres. Très bien. Guillaume, sur peut-être la collaboration clair, aussi. sur la collaboration, il y a des projets individuels forcément, parce qu'il y a des projets qui sont confidentiels, et après il y a des projets vraiment structurants, filières. Okay. Et c'est ce qu'on a pu monter notamment avec la région, avec Domopic par exemple sur la filière porcine que tu citais juste avant, qui était sur la station expérimentale en port avant Crécom, qui était à la station expérimentale pas loin de Guernévé, voilà, je cherchais le nom, où c'était la ferme du futur. Et on a rassemblé finalement tous les équipementiers de l'Ouest sur la filière porcine avec le projet Domopig, qui était la domotique en élevage porcin, et alors que tu avais des concurrents directs dedans. Ouais, ok. Et c'était un projet structurant filière collaboratif ça montre par la région. Le plateau de jeu pour tout le monde, quoi. Ok, je prends les questions au fur et à mesure, hein, comme ça rythme le débat aussi. Le prédictif n'est-il pas plombé par les données influencées par les actions correctives réinjectées dans l'entraînement des modèles? Ok, vous l'avez ou pas? Ouais. C'est une question pour Guillaume. Non, en fait, l'intelligence artificielle, forcément, pour apprendre le modèle, il faut avoir une base de données, en fait. Et après, le jeu, finalement, de données va apprendre au système. C'est sûr que les actions correctives vont pouvoir améliorer le système. Donc, le but, c'est que un algorithme utilisant de l'intelligence artificielle, il est évolutif. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Mais Gwenaël a sûrement des exemples hyper intéressants. On a pu le faire sur plein de cas d'usage en agriculture et il pourra appuyer là-dessus. Bien sûr. Gwenaël. En fait, donc aujourd'hui, les moteurs d'intelligence artificielle, donc c'est des moteurs qu'on dit supervisés. Et donc pour les entraîner, il faut un set d'informations finies qui est contextualisé. Donc en fait, comme je parlais tout à l'heure, sur les porcelets, par exemple, on va prendre des porcelets classiques. Il y a des différentes génétiques, mais dans la majorité des élevages, ils se ressemblent. Et ces porcelets vont être soit complètement roses, enfin rosés, on va dire, ou quelques-uns vont avoir des taches. Donc là, ça fait déjà une différence. Donc si le modèle, par exemple, il est entraîné que sur des porcelets de couleur rose, le jour où on va avoir des cochons, des porcelets avec des taches dans le pen, dans la case, ils vont pas être détectés de manière efficace. Donc, on va devoir réentraîner. Donc, ça veut dire qu'on va réinjecter les images avec
ces nouveaux animaux avec cette nouvelle typologie. Et puis on peut avoir, en fait, dans d'autres élevages, pas forcément en France, mais ça peut être en Europe, en Espagne par exemple, des cochons qui sont plutôt marrons. À ce moment-là, dès qu'on va arriver sur un élevage de ce type-là, c'est pas qu'on va pas être bon, mais c'est qu'on va pas détecter forcément bien tous les animaux. Et à nouveau, il va falloir faire un petit réentraînement. On ne repart pas de zéro, mais on va juste réapprendre au modèle que les porcelets marrons, ça doit être compté comme des porcelets roses, donc bien un animal. Voilà. Et ça, c'est en fait, aujourd'hui, c'est les technologies qui sont à entraîner de cette manière-là. Bien sûr, il y a des recherches autour de nouveaux modèles qui seront peut-être plus efficaces, mais en tout état de cause, c'est trop tôt pour pouvoir le dire. Et aujourd'hui, nous, notre intérêt, c'est déjà de pouvoir rendre une information pertinente, même si elle n'est pas complètement elle n'est pas complète au sens peut-être technique et puis académique du terme. Mais en attendant, on arrive à commencer à ouvrir le champ des possibles auprès des utilisateurs de ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui avec l'état de l'art qu'on connaît. Et puis demain, si des nouveaux modèles ou des entraînements plus efficaces sont permis, on les utilisera et on les intégrera. Très bien, merci pour effectivement donc l'intelligence artificielle. Ça enrichit effectivement, ça continue à prendre de la donnée, ça apprend au fur et à mesure, donc il faut avoir un œil averti par rapport à tout ça. Peut-être là on a beaucoup parlé d'agriculture, on va peut-être passer la vidéo de Guillaume sur l'aspect plus aval agroalimentaire. Donc je vais contacter avec mon oreillette la régie en demandant si, voilà, j'entends, voilà, on me dit en régie que ça va être bon, tout à fait, que la vidéo va être lancée. Voilà. Et c'est propre, on voit rien. TMS Studio est une solution numérique sur base de motion capture. Et nous, on a trouvé très pertinent de positionner la motion capture pour analyser les gestes et postures pour prévenir les troubles musculo-squelettiques. Nous sommes aujourd'hui au cœur de l'entreprise Soréal. Soréal est un acteur important du monde de l'agroalimentaire et les troubles musculo-squelettiques dans le monde agroalimentaire, c'est une problématique. TMS Studio, c'est un service complet. Une personne responsable dans l'entreprise, comme c'est le cas de Charlène ici chez Soréal, elle va nous solliciter, elle recevra une valise tout intégrée qui est composée de combinaisons juste au corps qui permettent de bien suivre le mouvement des opérateurs, et dans cette combinaison on vient positionner des capteurs de mouvement, et c'est cette adéquation entre le service à la demande avec la technologie qui fait l'originalité de TMS. Alors Bicom apporte une solution de captation psychophysiologique qui vise à capter des données électrodermales et des données cardiaques. Ici, nous avons intégré nos capteurs à une casquette qui est reliée à un concentrateur qui va servir à filtrer et synchroniser les données. Nous travaillons avec les industriels pour évaluer une dimension cognitive précise, comme le stress, la charge mentale de travail ou la tension. L'objectif de l'intervention de TMS Studio, il a plusieurs aspects. Le premier, c'est forcément ergonomie, puisqu'il y a les troubles musculo-squelettiques. On a pu cibler différents postes de travail, que ce soit en conditionnement, en fabrication ou en pesée. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est vraiment de quantifier cet aspect de troubles musculo-squelettiques qui se produit en plus sur le long terme. On parle dans 10-20 ans. C'était la partie quantitative qui nous manquait. C'est innovant, ça a plu aux équipes. Donc double aspect, à la fois culture sécurité et puis ergonomie sur le long terme. Guillaume, pour commenter cette vidéo. Donc là, ce que j'ai voulu montrer, en fait, c'est un cas d'usage dans les usines agroalimentaires. Comment on utilise finalement l'intelligence artificielle. Et là, ici, on est à Brest, donc j'ai choisi une boîte finistérienne qui est à Imagine 3D, qui est à Camaret, et qui a aussi une partie de son équipe ici au village Baïséa, juste à côté. Et donc, aujourd'hui, ce que j'ai voulu montrer, c'était comment on peut évaluer les troubles musculo-squelettiques dans les usines, mais aussi applicables dans les fermes en salle de traite, par exemple. Je sais qu'on a fait des expérimentations là-dessus, parce que ça fait plus de 30 ans qu'on sait que ces métiers, ils sont quand même usants pour le corps humain. Et l'opérateur, aujourd'hui, dans les usines, il est clé. Sans opérateur, on ne fait pas tourner les usines. Et c'est pareil dans les salles de traite. Dans les exploitations, sans hommes, on ne fait pas tourner finalement un élevage. Et donc, le capital homme, il est hyper important.
Et je me dis qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut montrer factuellement, et c'est ça aujourd'hui qui est important, c'est montrer factuellement qu'est-ce que c'est les postures, qu'est-ce que c'est les bons gestes, et on peut changer des choses et adapter les équipements ou le matériel associé pour éviter des troubles musculo-squelettiques qui sont finalement préjudiciables, pas tout de suite, mais aussi dans 5, 10 et 15 ans. Et donc, c'est important aujourd'hui de mesurer factuellement, et on utilise l'intelligence artificielle pour être le plus fiable possible. Voilà, tout à l'heure, on parlait de tous les champs où on pouvait retrouver des datas, des données, effectivement pour les hommes au niveau des vêtements, pour améliorer la posture. Donc on salue David Pliquet et son équipe du côté de Camaret d'Imagine 3D. Et effectivement, ça change aussi le regard qu'on peut avoir par rapport aux métiers, parce que les métiers dans l'agriculture, on peut se dire c'est exigeant physiquement, etc. Et là, finalement, c'est aussi un côté attractif. Enfin, je ne sais pas si attractif c'est le bon terme, mais en tout cas... Dès qu'on peut réduire la pénibilité de n'importe quel métier, je crois que ça va à tout le monde, hein. Que ce soit en agriculture ou ailleurs, ça c'est déjà un premier point. Après, moi je suis vachement fier de voir que des startups s'intéressent aussi à ces sujets-là, des startups comme Imagine 3D. Et quand au Crédit Agricole on avait lancé le village Baïséa ici au Capucin, et en faisant de l'agriculture et de l'agroalimentaire un de nos axes forts de développement et puis d'accompagnement des startups qui travaillent dans ces domaines-là, je trouve que le résultat là il est plutôt conforme à ce qu'on avait imaginé, parce que c'est derrière cette notion de pénibilité, il y a ce que tu dis Frédéric, c'est l'attractivité des métiers. Et on sait qu'un des enjeux principaux de l'agriculture finistérienne, bretonne et même française dans les années à venir, c'est le renouvellement des générations. Attirer des jeunes vers nos métiers, que ce soit des jeunes futurs chefs d'entreprise ou des jeunes salariés. Et ça, jeune homme ou jeune femme d'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est important. Et donc derrière ça, pour faciliter cette attractivité du métier, et puis la promotion des métiers de l'agriculture, des métiers verts, comme on dit dans notre jargon, la qualité de vie au travail et la pénibilité sont des enjeux importants. Et bien évidemment, tous les outils, toutes les technologies qui vont permettre d'atténuer la pénibilité du métier ou de rendre le métier différent. Je reprends mon exemple de la traite robotisée qui permet de se détacher un peu des horaires de traite qu'ont connus nos grands-parents, 7h, 19h, et avoir des journées à rallonge. L'utilisation d'outils comme ça permet d'avoir des horaires, je mets des guillemets, mais beaucoup plus conventionnels, du type 8h midi, 14h, 17h. Et comme ça, on arrive à attirer d'autres populations vers nos métiers, parce qu'on a vraiment besoin de ça pour répondre à cet enjeu principal. Un exemple tout simple qu'on a pu faire aussi avec Imagine 3D, c'est sur le vélage. Aujourd'hui, les vétos qui viennent faire un vélage compliqué, ils tirent dessus, et hyper traumatisant pour les épaules, les coudes et les poignets. Et finalement, on a développé quelque chose qui était en parallèle de ça, c'est pour l'insémination. Et en fait, juste avec un pistolet, ils ont développé un outil pour éviter tous ces troubles-là musculo-squelettiques. Et en fait, la technologie et l'IA peut apporter des solutions matérielles pour améliorer le confort et les conditions de travail. Et c'est ça que je trouve révolutionnaire aujourd'hui, parce que les technologies sont matures et on peut avancer et faire vraiment des gaps technologiques sur ces tâches-là qui sont pénibles au quotidien. Et la pénibilité, c'est quelque chose qui, avant l'arrivée de technologies comme ça, est très difficile à mesurer. Pénible, pas pénible, oui, non. La frontière, on est dans l'humain, la perception qu'ont les gens. Et quand on a quelqu'un comme David Pliquet chez Imagine 3D qui est capable de mettre quelque chose de factuel et quelque chose qui est analysable et qu'on peut travailler après, que ces équipes peuvent travailler, je pense que c'est un progrès important. Et pour rester sur cette thématique métier, donc on voit effectivement, on joue sur la pénibilité. Et après, pour revenir sur les sujets d'IA, il y a aussi pouvoir, parce que là on parle d'avoir plein de données, mais après il faut être encore en mesure de les analyser, de plein de choses. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là je reprends toujours le parallèle avec l'école qui s'est lancée, l'école IA, qui forme des développeurs data IA, qui vont former des personnes sur des compétences intermédiaires. Et c'est hyper intéressant. Et je pense que sur la spécificité de l'école brestoise qui a été lancée, c'est qu'on a plein d'entreprises du territoire qui se sont associées. Dans l'agroalimentaire, il y a Eureden, par exemple, qui s'est associé sur la première promo. Je crois qu'il y en a une deuxième, mais je vais pas filtrer son nom, qui se positionne sur la deuxième promo. Et ça nous fait hyper plaisir, parce qu'on voit que ça joue collectif et que les enjeux de l'intelligence artificielle ne sont pas réservés qu'aux startups, etc., mais sont diffusés. Il y a une porosité avec d'autres champs de l'économie, quoi. Oui, complètement. Cette école, moi je pense que c'est une très très bonne nouvelle pour la région, pour le territoire.
parce que ça va permettre de garder nos jeunes qui veulent travailler dans ces domaines-là chez nous. Ça va permettre dans un deuxième temps d'attirer d'autres jeunes vers nos territoires, et ça c'est vachement important, c'est très important. Et je crois que, au niveau du Crédit Agricole, on est aussi fiers d'être partenaire de cette belle aventure qui a démarré ici aussi au Capucin il y a quelques temps avec le président de Microsoft France qui est venu en personne pour Carlo Porasanta. Ouais, tout à fait, qui est venu en personne pour inaugurer cette première promotion. Puis voilà, de voir aussi des entreprises comme Eureden qui, je tiens à le préciser, est également partenaire du village du Crédit Agricole ici au Capucin, qui s'intéresse aussi à l'innovation et puis quelque part à la théorie des petits pas pour construire l'agriculture de demain. Ouais. Ouais, c'est complètement clé parce qu'en fait, si on n'a pas les compétences sur le territoire, en fait, on ne peut pas construire les choses. Et aujourd'hui, les grandes écoles d'informatique, ils ne se tournent pas forcément vers l'agriculture et l'agroalimentaire. Et donc, avoir ça et des partenariats en plus avec la filière, c'est clé en fait aujourd'hui pour demain. Des data scientists, aujourd'hui, on en recherche dans toutes les coopératives. Ils sont en train de monter en compétences. Et aujourd'hui, on a une pénurie de talents sur ces métiers-là. Parce que c'est un vrai métier, data scientist. Et quand on fait de l'intelligence artificielle, la plus grosse contrainte, c'est de faire la fouille de données au démarrage. Et donc, c'est un vrai métier et en fait, il faut avoir des compétences et avoir des écoles et former nos jeunes là-dessus. Bah, c'est super enrichissant pour nous sur la Bretagne. Et il y a plein d'initiatives. Il y a Xavier Niel qui a lancé récemment, ou qui va lancer un peu comme les écoles 42 qui avaient lancé, mais des écoles dédiées sur l'agriculture. Donc c'est top. Jean-Jacques, tu voulais ajouter un complément? Ouais, je pense que la notion, il y a quelque chose dans ce qui se fait ici sur le territoire avec cette école sur l'intelligence artificielle, c'est le partenariat qu'il peut avoir en local entre tout à l'heure tu citais Eureden, mais le besoin qu'il va y avoir, parce qu'eux ils sont en contact direct avec nos besoins. Eureden, moi quand j'ai une problématique, la première personne qui va être mon interlocuteur au-delà de mon vétérinaire, ça va être mon technicien. Et je vais lui dire, écoute, là il y a un truc qui va pas, il faut que tu me trouves une solution. Et bien lui, s'il n'a pas la solution, il va aller, justement, il pourra aller, si la solution peut venir par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle, bah de suite il va avoir ce puits de science là à proximité pour travailler pour nous avec ce lien qui sera très étroit entre eux et puis entre nous. Il nous reste un quart d'heure, il y a un commentaire sur le chat qui nous met passionnant, j'aimerais travailler en IA sur le bien-être animal. Ça tombe bien, bien-être animal, on voulait en parler et parler de la RSE aussi. Je crois que Gwenaël, le bien-être animal, c'est un des points également que tu surveilles plus particulièrement. Évidemment, toutes tes actions avec aussi quand tu parles d'audit des bâtiments d'élevage avec Jean-Luc, la collaboration avec Jean-Luc, tout ça, ça tourne autour du bien-être animal. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur quoi tu travailles ? Oui, alors le bien-être animal, donc c'est une notion assez large et qui peut parfois être assez subjective, ça dépend sous quel prisme c'est regardé. Cela étant, en fait, aujourd'hui, le domaine dans lequel on est capable de proposer un premier set d'informations issues de traitement d'analyse d'intelligence artificielle, et c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est d'identifier donc une zone de vie des animaux, cartographier cette zone selon ce qu'on appelle des zones d'intérêt. Par exemple, l'accès à l'eau, c'est considéré en termes dans l'élevage, donc l'accès à l'eau libre pour les animaux, c'est une notion de bien-être. Donc il faut que les animaux puissent accéder à des zones où il y a des pipettes, où il y a une buvette, où il y a un abreuvoir, et que cette zone soit occupée au fil de la journée. De même pour l'alimentation. Après, il peut y avoir des notions plus... Alors, pour faire tout ça, bien sûr, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On va analyser des images ou des séquences vidéo dans lesquelles on va dénombrer des animaux dans ces zones. S'ils sont debout près d'une pipette, on peut estimer qu'il est en train de boire. S'il est allongé près d'une pipette, en général, un animal allongé va avoir du mal à boire. Donc, voilà. Donc déjà, c'est cette notion de niveau d'activité et d'occupation des zones. Après, il y a des notions qui sont un peu plus diffuses, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de demandes autour du bien-être. Mais après, il faut bien voir qu'il y a des enjeux, comme le disait tout à l'heure Jean-Jacques, des enjeux de compétitivité. Et souvent, des modifications qui sont faites dans les élevages sont assez coûteuses pour les exploitants. Et il n'est pas forcément. Ce prix, en fait, la somme dépensée pour aménager les bâtiments ne va pas forcément se répercuter sur le prix de vente du produit en bout de chaîne. Je donne quelques exemples. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de demandes autour de l'insertion d'ouvrants, c'est-à-dire des fenêtres autour des bâtiments, pour faire rentrer de la lumière dite naturelle. Alors, c'est tout à fait louable, c'est important. Nous, on est tout à fait en phase avec ça, sauf que quand on ouvre des fenêtres sur un bâtiment d'élevage, on va avoir du rayonnement direct. On ouvre une fenêtre, on fait rentrer de la lumière naturelle, et puis il y a des coups de chaleur, et il y a des ensoleillements très forts.
Aujourd'hui, je pense que, par exemple, autour de ces sujets, il y a, alors les centres de recherche sont en train de regarder autour de ça, un rayonnement direct sur un animal qui n'a pas de vêtements, enfin, c'est-à-dire que l'animal n'est pas comme nous, il a sa peau et c'est tout, sur un porcelet, par exemple, qui va être exposé toute une journée en plein soleil. Est-ce que on va dire que c'est mieux que d'avoir pas d'ouvrant, ou comment on va maîtriser ce rayonnement direct? Et ben là, par exemple, on peut imaginer que demain, on mette un capteur de rayonnement UV, enfin de rayonnement direct des solaires, et on puisse piloter en sorte un volet. Parce qu'un rayonnement direct pendant toute une journée sur un animal jeune, je pense que ça peut vraiment avoir des conséquences assez fatales. Et de même pour, on va dire, les notions de bien-être, ça peut être aussi des accès à l'extérieur pour les animaux. Et moi, j'ai été dans des élevages où les animaux ont accès à l'extérieur, et quand il fait chaud, bah, les animaux, ils perçoivent pas qu'ils prennent un coup de soleil. Et c'est tout bête, mais il y a des animaux, ils sont étourdis et ils sont avec le soleil. Donc on voit bien que si l'intelligence artificielle peut accompagner ces évolutions dans les élevages qui sont nécessaires et qui sont demandées, ça ira dans le bon sens. Mais en fait, il faudra faire le lien entre le critère de bien-être, comment on le mesure, au-delà du subjectif par un éleveur ou par un auditeur, et comment on peut accompagner pour que ça ne devienne pas en fait un deuxième problème. C'est-à-dire on en résout un en disant je mets des ouvrants, je laisse l'accès extérieur, mais de l'autre côté j'engendre éventuellement des pertes d'animaux parce qu'ils ont été exposés à des coups de chaleur qui vont peut-être se renouveler très fortement dans les mois ou dans les années qui viennent. Je suis pas météorologue, mais d'après ce qu'on entend, c'est quand même la tendance. Donc, de toute façon, si on ouvre l'accès extérieur, par exemple, il faudra imaginer qu'il y ait des systèmes d'ombrelle, d'ombrage, des choses comme ça qui vont s'automatiser en fonction du rayonnement direct qu'il y a sur les animaux. Voilà un petit exemple de ce qu'on peut entendre autour du bien-être. Très bien, merci Gonel. Guillaume. On parle de bien-être animal, il faut quand même citer le projet du Lead West RL qui est essentiellement basé là-dessus. On est sur du collectif, on est plusieurs personnes, plusieurs organismes dessus, dont les institutionnels et la Chambre en fait partie. Et le credo, c'est vraiment le bien-être animal. Comment on trouve des solutions là-dessus? Un exemple tout simple, on a entendu, on a vu les vidéos de L214 sur la maltraitance des animaux dans les abattoirs. Par exemple, on a accéléré un projet qui était déjà dans les tuyaux, un module qui valide l'étourdissement des animaux avant le poste de saignée dans les abattoirs pour respecter le cahier des charges du bien-être animal. Et en fait, avec ça, c'est un projet, c'est Well2Be, et on a utilisé l'intelligence artificielle dedans, apprendre avec une banque d'images qu'est-ce que c'était bien étourdi, pas bien étourdi, et pour arriver à 98% d'efficacité. Parce que sans l'intelligence artificielle, on était avec des faux positifs à peu près 70% d'efficacité. Grâce à l'IA, on arrive à un système robuste et industriellement viable. Et ça fait partie notamment du plan Bigoud de chez ENAF 2020. Très bien. Jean-Jacques? Quand tu parlais tout à l'heure, Frédéric, de RSE, nous, on a un terme en agriculture qui recoupe un peu tout ça, qui fait un peu chapeau, c'est l'agroécologie. En agroécologie, vous avez sûrement tous entendu en parler. Bruno Parmentier, qui est ancien directeur de l'école d'agriculture d'Angers, qui en est un des pionniers au niveau français, même reconnu au niveau européen. Il dit ceci, donc l'agroécologie, c'est produire autant, sinon plus, parce qu'il y aura aussi plus de monde à nourrir sur la planète, produire mieux, mais avec moins d'intrants. Alors avec ça, donc produire autant, sinon plus, je dis, là, il y a un aspect économique, un aspect de nourrir la planète, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même, notre métier, c'est avant tout de nourrir, je le disais en introduction depuis la nuit des temps, nourrir les gens, et bien les nourrir, bien évidemment. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que sur la planète, il y a 800 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim à l'heure où on se parle aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est aussi un élément qu'il faut avoir un peu en fond d'écran, en radar. Produire mieux, donc la qualité de nos produits, c'est quelque chose qui est reconnu. La qualité des produits de l'agriculture bretonne, ils sont déjà reconnus au niveau mondial. Si les Chinois sont venus chercher du lait pour nourrir leurs enfants en Bretagne, c'est pas parce que la Bretagne est proche de la Chine, ça c'est clair. C'est aussi et surtout et uniquement parce que nos productions sont reconnues de qualité. Mais là aussi, il va falloir progresser encore pour justement continuer cette course en tête là au niveau breton, cette course en tête qualitative au niveau mondial. Et là, il faut d'autres outils tels que l'intelligence artificielle pour y parvenir. Et produire, pour terminer sur ma définition de l'agroécologie, produire avec moins d'intrants, c'est tout ce qui est en lien avec le respect de l'environnement, moins d'antibiotiques, moins de produits phytosanitaires, moins d'engrais, moins de tout ce qu'on... avoir la bonne dose au bon moment, au bon endroit. Et là aussi, pour faire ça, il faut des outils technologiques. Et tout ça, ça se fera
qu'avec de l'investissement, qu'avec de la modernisation du parc matériel, de la modernisation du parc bâtiment. Et c'est quelque chose que j'évoque souvent qu'au Crédit Agricole du Finistère, on évoque souvent parce qu'on est là aussi pour accompagner l'investissement. Et cet investissement-là, il est vachement important, il est extrêmement important pour pouvoir mettre en œuvre toute cette politique. Ouais, un exemple, juste Jean-Jacques, sur ton dernier volet, sur l'environnement, sur l'agroécologie. En fait, ce qui est intéressant, l'un des gagnants de notre concours Agrétic, c'est aujourd'hui, on revient sur l'arrêt du glyphosate. Et c'est quoi les alternatives? Donc, on revient sur du binage mécanique, mais finalement, on vient apporter de la technologie dessus. Et c'est des anciens de la Chambre d'agriculture de Bretagne qui se sont lancés, c'est Cormier SAS, qui vient mettre des capteurs et de l'intelligence artificielle avec des algorithmes pour détecter vraiment où est la mauvaise herbe et faire le binage assisté derrière mécaniquement. Et ça, je trouve que c'est une belle alternative en alliant du mécanique et de la nouvelle technologie. Et c'est une belle évolution aujourd'hui pour aller sur l'agroécologie. Très bien, on a vu les différents effectivement, piliers de la RSE au travers de tous les exemples entre écologique, social tout à l'heure, économique, etc. Donc on voit que l'intelligence artificielle rime avec ce que la conf on l'avait appelé aussi Agro for Good, et on voit effectivement tous les différents impacts positifs. Tu parlais à l'instant d'investissement, Jean-Jacques. Je rebondis sur cette notion d'investissement. Sur le coût, est-ce que mettre en place ces différentes solutions, se lancer dans cet apport technologique au bien-être, au bénéfice de mon élevage ou autre, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça peut être une raison pour ne pas y aller? Comment il faut aborder cette question? Alors, c'est une très bonne question parce que bien souvent, quand j'ai l'occasion de m'exprimer sur le sujet, bon nombre de mes collègues agriculteurs me disent des fois « ouais, t'es gentil, c'est vrai que c'est sympa toutes ces technologies, mais malgré tout ça coûte ». Je crois qu'il ne faut pas le voir comme un coût, il faut le voir comme un investissement. C'est là la différence. Ça rapporte. Combien ça rapporte? Mais combien ça va rapporter? Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais voilà, ça ne fonctionnera que s'il y a une rentabilité économique derrière pour l'agriculteur. Ça je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Guillaume, là-dessus, ouais, et après je ferai réagir Gwenaël aussi. aussi. Le problème à l'envers, c'est combien ça rapporte. Aujourd'hui, on a fait plusieurs expérimentations avec Gwenaël de Copix sur des cas d'usage, et finalement, avec quelques milliers d'euros, en fait, ça ne va pas chercher cher. On peut faire des expérimentations pour montrer l'intérêt déjà et voir combien ça peut rapporter vis-à-vis, par exemple, d'une casse sur... nous, on fait des expérimentations sur des produits de la mer. Combien, aujourd'hui, ils savent évaluer sur une année combien de casses ils ont à l'année. Ouais. Et donc, si déjà, avec cette expérimentation, on arrive à dire, OK, grâce à ça, on fait 10% de moins de casses, bah, ça rapporte déjà. Bien sûr. C'est plutôt combien ça rapporte au bout d'un an. Ouais. Et juste pour dire aussi que tout à l'heure, je parlais des stations expérimentales des chambres d'agriculture. Il faut aussi avoir l'honnêteté de dire à nos collègues agriculteurs que quand on teste quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'a pas la rentabilité, c'est le no-go, comme on dit. Bien sûr. Quand ça marche pas, ça marche pas. C'est aussi, ça fait partie de la recherche, et c'est en testant des choses qui ne marchent pas qu'on mettra encore plus en avant les choses qui fonctionnent. C'est pour ça que c'est hyper important. On a la chance sur le territoire d'avoir une station expérimentale par filière. Donc on teste, on l'utilise beaucoup, et c'est pour faire des go-no-go après derrière. Et ça, c'est hyper important d'expérimenter ces nouvelles technologies avec des gens comme Copix avec Gwenaël, et on fait sur des cas d'usage concrets. Au bout de 6 mois, on sait si oui ou non on est sur la bonne voie ou pas. Et ça limite évidemment la prise de risque. Gwenaël, juste par rapport à cette notion de coût, je sais qu'en préparant la conférence, tu nous avais dit certains ne vont pas forcément s'équiper sur des solutions, je ne sais pas comment il faut les appeler, en dur ou autre, mais par contre, toi, sur ton modèle économique, ça va être plutôt des audits ponctuels, mais bref, il n'y a pas de frein à y aller ou pas. C'est peut-être des modalités différentes, c'est comme ça qu'il faut voir la question? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comme toute autre technologie qu'aujourd'hui on utilise de manière commune. Si je reviens peut-être 30 ans en arrière, les magnétoscopes, après il y a eu l'accès à Internet, les mobiles. On voit bien qu'il y a eu des temps d'acquisition, en fait, c'est-à-dire que les gens ont l'usage. Il faut déjà qu'il y ait un usage et il faut que les gens puissent acquérir le matériel et que ce soit suffisamment simple à utiliser pour avoir le plus grand nombre à l'utiliser. Et je pense que dans les technologies numériques, dans l'agriculture, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, nous, pour permettre à nos clients qui souhaitent s'équiper, mais en permettant de se faire une première idée, en fait, on loue notre matériel. La location, ça permet de ne pas sortir un gros ticket, d'avoir le dispositif pendant un temps donné et de se faire une idée. Après, si la personne s'est transformée en acquisition, on va lui le vendre. Mais en fait, c'est pour autant, elle n'aura pas investi une somme très conséquente, elle aura pu se faire une idée. Peut-être que c'est trop tôt pour elle, peut-être que ça convient,
dans tous les cas, en fait, il n'y aura pas eu de rejet immédiat sur la base d'un tarif. Parce que si en fait la barrière c'est le prix, ça veut dire que c'est un problème, ça va être un problème récurrent. Mais en fait, je voudrais aussi rebondir sur le fait de tout à l'heure que vous avez parlé des nouveaux métiers et puis des histoires, des aspects de compétitivité. Il faut bien voir que dans l'agriculture, la prochaine étape, ça va être la robotique. Donc Jean-Jacques, il a un robot de traite. Et en fait, quand on voit que dans d'autres filières, il n'y a toujours pas de robotisation, en fait, il y a des vecteurs de croissance et de compétitivité qu'il faut adresser en volaille, en porc. Guillaume a cité un exemple en végétal, avec quelque part c'est un peu un début de robotique, quand on fait du binage. Là, il faut un tracteur devant, mais demain il y aura peut-être un tracteur sans pilote. Et ça, c'est des vrais enjeux pour le territoire, parce que sur le territoire, il y a des équipementiers, il y a des centres de recherche, et puis il y a des sociétés dans le numérique. Et ça fait les métiers de demain. Donc, on parlait tout à l'heure de l'école de l'intelligence artificielle, mais demain, je pense qu'il faut former des mécaniciens en robots. Et il faudrait commencer à le faire maintenant, parce que c'est plus des boulons de 17 ou de 22, c'est des cartes électroniques, c'est des microcontrôleurs à reprogrammer. Et ça, c'est un vrai enjeu, parce qu'il faudra former des jeunes ou des moins jeunes, qui ont peut-être déjà des compétences, parce que ce seront des outils dans les 5 prochaines années ou 10 prochaines années pour l'agriculture et pour développer tout ce qu'on a dit tout à l'heure, que ce soit le bien-être, la diminution ou l'arrêt des produits phyto, passeront par des systèmes automatisés. Et ben ça nous fait un sujet qu'on pourra mettre à l'ordre du jour, ou l'évolution pour l'année prochaine. On va s'arrêter là, messieurs, pour respecter le timing. Il est 14h59, donc on est pas mal. Hein, vous avez été brillants. C'était une conférence passionnante. Donc merci encore à vous. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter directement nos intervenants, Jean-Jacques Denel, Guillaume Briand, Gwenaëlle Lelay, directement sur LinkedIn ou autre. Vous arriverez évidemment à les contacter si besoin. Merci bon rétablissement à Gwenaëlle, parce que je sais que la mobilité est un petit peu réduite en ce moment. Donc, le rugby, c'est dangereux, attention. Oui, après un certain âge, je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Ouais, c'est ça. Il faut écouter son corps. L'année prochaine, on se verra peut-être en présentiel. Merci évidemment à tous nos sponsors aussi et nos partenaires pour cette conférence, mais la deuxième journée AI Days n'est évidemment pas terminée. Dans une demi-heure, une autre conférence passionnante va démarrer ici. On va parler des métiers de l'IA avec, ils seront 6 intervenants et intervenantes, parce qu'effectivement la question de la mixité aussi est majeure sur tous les sujets de l'intelligence artificielle. Donc ça démarre ici même dans 30 minutes sur le plateau télé, et dans quelques instants, également à 15h30, une session sur l'IA et l'environnement qui s'appelle One Planet, comment l'IA peut contribuer contrer le réchauffement climatique, qui se déroulera en webinaire à 15h30, et toutes ces conférences seront à retrouver évidemment en replay. Merci, on s'arrête là et à tout à l'heure pour la suite des travaux.